Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo de l'Arlo Pro 3 Floodlight, donc la version caméra équipée d'une lumière extérieure puissante de chez Arlo. La première partie de la vidéo, si vous l'avez pas déjà vue, je vous conseille de la regarder. Dans cette première partie, je déballe la caméra, je la mets en place, c'est-à-dire que je l'installe mécaniquement sur un mur, et puis je la configure dans mon installation domotique. Dans cette deuxième partie de la vidéo, on va voir plus dans le détail comment fonctionne la caméra, comment fonctionne l'application mobile Arlo, le site web Arlo, et puis surtout, plus important je trouve, ce que je pense de cette caméra-là après environ 3 mois d'utilisation, ce que je lui trouve d'aspect positif et négatif. J'ai la possibilité de comparer cette caméra Arlo Pro 3 Floodlight avec une caméra Arlo Pro 3 classique, je dirais. Si jamais vous voulez un résumé dès le début de la vidéo, je vais vous dire en gros ce sont les mêmes caméras. C'est-à-dire que si ce qui vous intéresse c'est avant tout la qualité de captation, ce sont toutes les deux des caméras 2K, grand angle et tout ça, donc des caméras de très bonne qualité. Elles ont quasiment tout en commun, que ce soit la puissance de la sirène incluse, le microphone, la qualité du microphone, du haut-parleur, et tout ça. Ce qui fait la plus grosse différence, et je vous en ai parlé dans la première partie, c'est la batterie qui est intégrée dans la partie Floodlight. Suivant comment vous allez utiliser votre caméra Floodlight, soit vous allez tirer parti de cette batterie qui est vraiment énorme, comparée à une batterie Arlo standard, soit c'est votre torche qui va être fortement sollicitée. Dans ce cas-là, vous aurez une autonomie semblable à une caméra Pro 3 classique. Donc en fait, c'est une caméra qui fait double action. Soit vous l'utilisez comme une lumière, et dans ce cas-là, évidemment, elle aura une autonomie diminuée, mais elle éclaire vraiment bien. Soit vous l'utilisez comme une caméra, et dans ce cas-là, en plus d'être une caméra, vous aurez une torche d'appoint qui est intéressante en cas par exemple de détection de mouvement pour avoir de la couleur la nuit, et vous aurez en plus une autonomie largement supérieure qu'une Pro 3 classique. Donc ça dépend comment vous voulez aborder cette caméra. Si je peux vous donner un conseil, cette caméra, moi après quelques mois d'utilisation, je la considère avant tout comme une caméra. C'est-à-dire c'est pas une lampe extérieure. Si vous voulez vraiment que ce soit une lampe extérieure, il va falloir la relier sur secteur, ne pas la laisser sur batterie. Ce que vous pouvez faire éventuellement, je vous ai montré dans la première partie de la vidéo, vous avez l'accessoire magnétique qui vous permet de la connecter sur secteur le cas échéant, mais ça veut dire qu'il faut avoir une prise électrique à côté. Et honnêtement, si vous voulez une lumière extérieure, dans ce cas-là, si vraiment l'objectif principal c'est la lumière extérieure plus que la caméra, moi je vous conseille plutôt la caméra de chez Netatmo, la présence. Par contre, si vous mettez la caméra de sécurité avant le côté lumière extérieure, dans ce cas-là, c'est une caméra de type Pro 3 Floodlight qu'il vous faudra. Voilà ce qui en gros résume ce que je peux vous dire de la caméra, puis maintenant on va rentrer dans le détail. Donc je vous propose d'abord de commencer avec des petites captations que j'ai faites en extérieur, pour vous montrer comment elle capte avec son capteur HDR, comment elle capte la luminosité standard, on va dire un temps classique, un peu nuageux mais lumineux. J'étais extrêmement satisfait du rendu de Pro 3 en définition 2K, mais regardez Floodlight. Alors, ne vous y trompez pas, même si l'image paraît terriblement plus nette, je pense que c'est purement du traitement logiciel et je sais pas pourquoi le même traitement n'est pas appliqué sur Pro 3. C'est comme si le curseur de netteté avait été poussé à fond, et donc si on rebascule sur Pro 3, vous allez voir qu'on a un effet de flou qui ne devrait pas exister et je m'explique pas pourquoi. Du coup, j'ai récupéré de vieux clichés entre Pro 3 et Pro 2 pour vous montrer que les générations précédentes, en tout cas les gammes Pro précédentes souffrent quelque part de ce même effet de flou général. C'est bizarre, puisque normalement les capteurs sont à peu près les mêmes, donc c'est très probablement du traitement logiciel, et je sais pas pourquoi Floodlight est aussi net comparé aux deux autres. Donc là on était en extérieur, je vous propose maintenant de nous retrouver là où je l'ai installé vraiment, c'est-à-dire dans mon garage, puisque moi je considère plutôt que c'est une caméra qui a destination d'un espace où il y a des passages, puisque c'est une très bonne caméra, donc il faut qu'elle soit située à un endroit où vous voulez vraiment observer ce qui s'y passe. Donc moi, un cas typique, là où je mets toutes mes caméras quand je veux tester, c'est dans mon garage, puisqu'il y a beaucoup de mouvements, il y a des grosses variations de luminosité et tout ça. Ça me permet de voir rapidement ce que vaut une caméra. On se retrouve maintenant à l'intérieur, dans mon garage, en lumière artificielle, pour vous montrer un petit peu comment se débrouillent ces caméras. Essentiellement de la Floodlight, mais vous aurez la Pro 3 en termes de comparaison. Je ne pousse pas sur ma voix, donc comme ça vous pouvez aussi voir ce que ça donne en termes de qualité de microphone. Je trouve que c'est plutôt correct. J'amplifierai peut-être un tout petit peu au montage et je vous le dirai en bas de la vidéo si c'est le cas. Mais a priori, moi je trouve qu'on comprend, on discerne bien en tout cas ce que la personne dit, sans être vraiment tout à fait devant, donc ça c'est plutôt pas mal.
Alors j'en profite un petit peu pour bouger, pour que vous voyez un petit peu comment les caméras se comportent. Ce sont des caméras grand angle, donc globalement, c'est quand même plutôt pas mal. Je vais faire maintenant quelques tests pour que vous puissiez vous donner une idée de comment ça fonctionne. Donc pour ça, il a fallu que je règle les caméras. Donc déjà, je les ai réglées pour qu'elles n'allument plus leur torche. Alors il y a une vraie différence entre la Floodlight et la Pro 3. La Floodlight, la torche est vraiment équipée, c'est vraiment un équipement additionnel. Donc vous pouvez la gérer dans les modes pour dire quand il y a un mouvement, est-ce que je dois allumer la torche ou pas. Alors que pour la Pro 3, la torche, ça fait partie, c'est un élément de sécurité de la caméra. Et donc c'est dans la configuration de la caméra que vous déterminez si vous voulez la torche ou si vous préférez être uniquement en caméra infrarouge ou même désactiver l'infrarouge. Alors on va éteindre la lumière du garage et comme ça vous permet en même temps de voir la vitesse de bascule des caméras en mode infrarouge. Donc les deux caméras sont équipées de 2 torches infrarouges. Pour le Floodlight, les 2 torches sont très proches, juste au-dessus de l'objectif. Pour la Arlo Pro 3, qui est sur ma droite, les torches sont un petit peu séparées, mais sinon techniquement c'est le même principe. Mais normalement vous devriez voir à peu près la même qualité d'image. Alors l'infrarouge a ses limites, hein. C'est aussi pour ça que ça peut être embêtant. C'est que voilà, ça reste des torches et en fonction de la puissance des torches en question, donc là c'est 2 LED infrarouges, et ben vous avez une portée qui est plus ou moins importante. Donc si je me recule trop, alors à un moment donné, alors je vois pas grand chose hein, parce que je suis quasiment dans le noir complet. À un moment donné, je vais être au niveau de la porte de garage. Vous allez me voir de moins en moins. Mais toujours est-il que normalement, vous devriez voir à peu près ce qui se passe. Donc voilà, je rallume et vous allez voir à quelle vitesse les caméras rebasculent en lumière. Alors, si vous entendez du son, c'est parce que c'est mon smartphone qui n'est pas content, parce que c'est des notifications pour dire qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de s'introduire chez vous, puisque j'ai les notifications. Elles enregistrent les caméras, donc elles disent là il se passe quelque chose, il y a un mouvement devant moi. Voilà, le dernier test que je vais faire, là je vais être obligé de couper l'enregistrement pour le relancer, c'est de faire un test comparatif en intérieur, toujours mais avec la portée des torches pour vous montrer comment elles éclairent différemment en fonction des cas d'utilisation. Donc ici vous avez la torche de la Pro 3 qui sert de projecteur additionnel pour fournir de la couleur, malgré le fait qu'on est ici dans un environnement qui faisait complètement noir, puisque je suis dans le garage de nuit, donc il n'y a pas de lumière additionnelle. Ça vous donne une idée de ce qu'elle est capable de faire, là elle est à fond. Dans ce contexte-là, elle est à fond, vous allez voir juste après la Floodlight, elle sera même pas au minimum, elle va être à 30%, quelque chose comme ça, et elle va déjà m'éblouir, me brûler les rétines, donc c'est pour vous donner une petite idée de la différence. Donc je m'éloigne un petit peu pour que ça vous donne une idée, c'est quand même super intéressant d'avoir une torche, puisque ça vous permet de mieux voir comment est habillée la personne, etc., donc ça vous donne des indices. Voilà, maintenant même chose avec la Floodlight, je sais pas si vous verrez quoi que ce soit avec le smartphone, mais en gros ici je suis même pas à un tiers de puissance, hein, pour vous donner une petite idée. Et il y a une petite bestiole qui se balade devant la torche, j'espère que ça va pas polluer mon enregistrement. En tout cas voilà ce que ça donne, vous voyez que ça n'a strictement rien à voir avec la petite torche de la Pro 3. J'espère que ces petits clips vous ont permis de faire une comparaison entre les deux produits. Là où vous allez avoir une vraie différence, c'est sur la partie torche. Ici, il faut vraiment voir ça comme une petite torche d'appoint, elle éclaire à quelques mètres maximum en pleine nuit. Ne comptez pas aller au-delà des 10 mètres, et pour avoir vraiment quelque chose d'un petit peu lumineux, c'est 5 mètres, on va dire à peu près, la portée que j'estimerais comme raisonnable, pour avoir quelque chose d'exploitable. Alors qu'ici, on a une torche qui porte assez loin, et qui permet d'y voir comme en plein jour. Donc non seulement ça va vous permettre de filmer, peut-être pas comme en plein jour, j'abuse peut-être, mais en tout cas, d'y voir très clair et de manière détaillée, soit ça vous permettra d'éclairer un lieu de passage, mais à nouveau je vous le dis, si c'est vraiment vous voulez l'utiliser comme une lampe, c'est peut-être pas le meilleur produit, et si c'est ce que vous voulez faire, branchez-la sur secteur. En termes d'éclairage extérieur, voilà ce que ça donne. Ici on est environ à 70% de la puissance, et ça éclaire le fond de mon jardin qui a un 15 mètres, alors évidemment ça donne ce que ça donne avec mon smartphone, mais moi j'y voyais clairement jusqu'au bout du jardin. Ici c'est l'éclairage, la caméra extérieure de sécurité de chez Netatmo, fort éclairage aussi. Mais la Arlo Pro 3 Floodlight, elle tient tout à fait la comparaison avec cette lumière Netatmo. Le gros avantage de cette Floodlight, c'est aussi qu'elle peut être connectée directement au Wi-Fi à votre réseau personnel Wi-Fi, donc sur vos propres routeurs, points d'accès et compagnie, et pas nécessairement obligatoirement sur la base, le Smart Hub, le bridge de chez Arlo. Alors pour ça, je vais vous expliquer comment on fait, je vais vous expliquer comment on bascule la Floodlight d'une connexion Wi-Fi Arlo vers une connexion Wi-Fi standard. Alors ici je vous montre la procédure complète pour vous expliquer comment ça marche.
mais évidemment, si vous la recevez neuve, vous aurez qu'une partie de la procédure à faire. Donc la première étape déjà, c'est si vous recevez un produit d'occasion, si vous l'achetez d'occasion, ou si vous voulez changer son mode de fonctionnement, vous supprimez l'appareil de votre compte Arlo. Donc ici je fais oui. Voilà, donc l'appareil n'est maintenant plus dans mon compte Arlo, vous voyez ici qu'il clignote. Ensuite, éventuellement, vous pouvez le réinitialiser. Alors pour réinitialiser la floodlight, vous l'ouvrez, et puis ici vous avez le bouton de connexion, vous restez enfoncé dessus. Normalement, au bout d'un certain temps, l'appareil va se mettre à clignoter. Alors, normalement, si vous attendez assez longtemps, il va clignoter en orange. Ensuite, il va, voilà, ici, quand il clignote en orange, vous relâchez, l'appareil va redémarrer, et là vous êtes sûr, vous êtes reparti sur un produit qui est complètement réinitialisé, prêt à être réappairé. Donc maintenant que le produit est réinitialisé, on le voit ici clignote en bleu, on fait ajouter un nouvel appareil, et puis je repars dans la procédure, donc je fais éclairage, floodlight, donc je passe sous silence, ça on l'a déjà vu, et puis ici, je vais dire que je veux la connexion sans la Smart Hub, donc le petit bouton du bas. Donc là ça va me dire, attention, vous aurez pas les mêmes fonctionnalités évidemment, avec la floodlight connectée directement au Wi-Fi que connectée au Smart Hub. Alors moi ça me dérange pas, je le sais, mais évidemment je pense que la solution, on en reparlera rapidement, mais la solution de prédilection c'est d'avoir le Smart Hub. Mais si vous l'avez pas, vous pouvez quand même passer directement comme ça en Wi-Fi. Donc je saisis les coordonnées de mon réseau Wi-Fi et puis on va laisser la caméra s'appairer. Alors j'espère que normalement c'est bon, logiquement on est censé la mettre en activité à ce moment-là. Donc le voyant est clignotant bleu, donc je fais continuer. Il y a le QR code, donc je vais le mettre. On a entendu que la caméra a bien identifié le QR code. Arlo Floodlight est bien dans mon réseau Wi-Fi, donc je vais l'appeler exactement comme tout à l'heure, donc je vais l'appeler Floodlight. Je l'ajoute à mon compte Arlo, vous voyez qu'elle se met à clignoter comme ça à toute vitesse. Ma caméra est déjà à jour, donc normalement ça devrait aller rapidement, mais évidemment vous, si c'est la première fois que vous l'installez directement au Wi-Fi, elle mettra peut-être un petit peu plus de temps à se rendre disponible. Et puis ensuite, vous allez pouvoir l'utiliser en caméra Wi-Fi simple, donc sans avoir besoin de l'ensemble Arlo. Donc moi je passe sous silence le reste, puisque ici on est exactement dans la même procédure qu'avant. La caméra, la floodlight est prête à être utilisée, donc vous la refermez. Et donc là maintenant on a une floodlight qui est connectée en Wi-Fi. Alors malheureusement quand on est connecté en Wi-Fi on a des avantages et des inconvénients. Alors quand on est connecté en Wi-Fi, le gros avantage de la floodlight directement en Wi-Fi, c'est qu'on a la possibilité de bénéficier de son propre réseau Wi-Fi. Donc plus les soucis du hub Arlo, pas besoin d'avoir un deuxième réseau Wi-Fi, d'avoir des bornes spécifiques Arlo, des répétiteurs spécifiques Arlo. Ici on est sur son propre réseau Wi-Fi, donc on a du Wi-Fi mesh, si on veut, en tout cas du Wi-Fi de qualité, double bande et tout ça. Alors même si la caméra ne le supportera pas nécessairement, vous pouvez utiliser votre propre Wi-Fi, mettre les bornes aux endroits stratégiques, et du coup la caméra aura toujours un signal très fort. Là vous voyez ici que j'ai un signal au maximum, alors qu'auparavant j'avais un signal assez faible parce que la base Arlo, le Smart Hub, est au sous-sol et que ma caméra l'a capté à peine à ce niveau-ci. Donc ça fait une différence majeure. Par contre, le souci, et là j'ai lancé la lecture du flux vidéo. Là c'est que vous voyez, on est en live. Alors je vous le mets comme ça, de toute façon vous verrez peut-être pas, mais vous me faites confiance sur parole j'imagine. La caméra ne filme plus en 2K, elle n'a plus la capacité d'enregistrer sur le Smart Hub, donc vous perdez des fonctionnalités. C'est-à-dire que vous avez accès au live, vous pouvez enregistrer sur votre compte Arlo, mais il faut avoir l'abonnement Arlo pour pouvoir enregistrer sur le compte Arlo, mais vous n'avez plus du live 2K et vous n'avez plus la possibilité d'enregistrer sur votre Smart Hub, sur votre clé USB ou votre stockage local. Voilà, donc c'est des avantages et des inconvénients. Bien sûr, le fait de la connecter en Wi-Fi, ça a des avantages. Et c'est génial si vous voulez commencer avec du Arlo. Moi je pense que c'est une très bonne caméra pour démarrer avec Arlo parce que vous n'êtes pas trop dépendant de Arlo. Et puis si vous en êtes content de cette caméra-là, vous pourrez généraliser avec l'achat d'autres caméras Arlo et le Smart Hub. Maintenant attention, quand on part dans l'écosystème Arlo, il faut avoir envie d'investir dans l'écosystème Arlo. Une fois qu'on a mis, je dirais, la main au porte-monnaie, on est incité quand même à continuer à mettre la main au porte-monnaie.
et je pense pas que ce soit une bonne idée de partir sur cette caméra-là, par exemple Arlo, et puis d'acheter des caméras d'autres marques. Vous allez vous compliquer la vie, donc si vous achetez cette caméra, même si c'est pour la connecter au départ qu'en Wi-Fi sur votre propre réseau local, eh bien dans l'idée générale, c'est quand même que vous voulez à terme investir sur l'environnement, l'écosystème Arlo, et donc faut avoir cette idée-là en tête. Si c'est juste pour acheter cette caméra-là, et après acheter une autre marque de caméra, ça va pas être l'idéal, même si vous passez derrière avec une box domotique. En tout cas, je voulais vous montrer cette possibilité-là, parce qu'elle est super intéressante, et c'est, je trouve, quelque chose qui devrait être généralisé sur la gamme Arlo, que toutes les caméras Arlo puissent soit se connecter en Wi-Fi directement, soit se connecter via le Smart Hub, une base et tout ça Arlo, pour les gens qui veulent des fonctionnalités additionnelles. Sur mon smartphone, qui est un Samsung Galaxy S10, et je vais vous zoomer pour que vous voyez au mieux ce que je vais vous montrer, donc c'est un smartphone Android, donc j'ai l'application Arlo Android. Je vous ai montré ici, vous avez les différentes notifications que j'ai déclenchées pour vous montrer quelques exemples. Donc chaque notification en fait est assez intéressante, puisque vous avez le nom de la caméra qui a détecté le mouvement, donc ici c'était Floodlight, une toute petite image qui correspond à la capture d'écran qui a été prise, enfin la petite vidéo mais sous forme de capture qui a été prise au moment de la détection de mouvement, et puis l'événement lui-même, donc vous avez ici Motion Alert, c'est-à-dire détection de mouvement, vous pouvez avoir d'autres types de détection, et la caméra, quand vous avez des abonnements nécessaires, est capable en plus de vous alerter si c'est une personne ou un mouvement quelconque qui a été détecté. Alors évidemment, ces notifications, vous pouvez aussi les recevoir sur votre montre connectée par exemple, et c'est pleinement compatible, donc si nécessaire, vous pouvez avoir même la petite photo qui apparaît, donc c'est assez pratique. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs informations ici, vous avez déjà c'est groupé par caméra, donc vous avez ici Floodlight, ici Pro 3, donc vous voyez que les remontées de mouvement sont correctement faites, et vous avez aussi la géolocalisation, puisque les caméras Arlo sont capables de faire du geofencing, et donc d'avoir des comportements différents si les personnes qui possèdent l'application Arlo sont ou ne sont pas dans la zone protégée, c'est-à-dire en gros dans le logement ou pas dans le logement. Alors l'application Arlo, la voilà, vous pouvez d'abord la protéger par une empreinte digitale, donc ça c'est plutôt pratique si vous voulez être sûr que seules les personnes autorisées ont accès aux caméras, c'est quand même plus sécurisant, mais si votre smartphone est déjà protégé par une empreinte digitale pour le déverrouiller, c'est peut-être un peu moins utile. En tout cas, vous avez l'option, donc c'est toujours intéressant d'avoir cette mesure de sécurité supplémentaire pour pouvoir accéder à l'application Arlo. Donc dans l'application Arlo, on va pas aller dans le détail de toute l'application parce que je l'ai déjà fait 2 fois. Je vous ai fait une vidéo sur Arlo Pro 2 et une vidéo sur Arlo Pro 3. Donc si je refais la même vidéo sur Arlo Pro 3 Floodlight, alors que c'est exactement la même application, ça va commencer à devenir redondant. Donc je vais vous expliquer ce que moi j'utilise d'Arlo Pro 3 Floodlight. Ici j'ai l'application en version payante, donc avec l'abonnement Arlo Smart. Dans quelques jours mon abonnement Arlo Smart se termine et donc je vous montrerai que on perd un petit peu en fonctionnalité quand on n'a plus l'abonnement Smart. Alors ce qu'on voit dans l'application, c'est que vous avez ici en haut à droite un bouton rouge qui est le bouton panique, en gros. Dans ce bouton panique, vous pouvez appeler un ami ou activer la sirène. Donc évidemment, activer la sirène, ça va dépendre de qu'est-ce que vous avez activé comme sirène. Ici, vous pouvez choisir les sirènes que vous avez. Donc soit vous avez une base Arlo équipée d'une sirène, vous avez cette base que vous pouvez déclencher, soit vous pouvez sélectionner individuellement un des appareils, dont la Floodlight, si vous voulez déclencher la sirène sur la Floodlight. Alors si vous choisissez activer la sirène, vous aurez ici un petit menu, enfin un petit bouton à faire glisser, parce que c'est vraiment extrêmement bruyant. Pour une caméra sur batterie, je vais vous montrer, mais l'essai est très concluant. La caméra fait vraiment beaucoup de bruit en tant que sirène, et c'est convaincant. Voilà ce que donne le haut-parleur intégré dans la caméra Floodlight. Donc là, vous l'entendez avec le micro de mon appareil photo. Normalement, quand vous êtes situé à côté de la caméra, on entend distinctement le discours, même si évidemment le son n'est pas très fort. Là, il est réglé à fond. On peut évidemment faire varier le volume, mais je pense qu'on entend assez distinctement, même en extérieur, le son de la voix. Et ça permet par exemple d'échanger avec un livreur, le facteur, ou quelqu'un qui vient un peu de logement. Ça permet de discuter avec si nécessaire, puisque vous avez aussi le microphone qui permet d'entendre ce que la personne vous dit, donc vous pouvez avoir un vrai échange avec la personne. Donc par exemple pour une livraison, ça peut être vraiment super pratique. Maintenant je vais vous faire entendre la sirène, que vous pouvez déclencher manuellement ou automatiquement en fonction de vos préférences. Et la sirène, elle, est vraiment dissuasive et puissante. Vous allez entendre ça tout de suite. Donc pour déclencher la sirène, évidemment ça se passe en haut à droite de l'application, et il faudra confirmer sur quel appareil lancer la sirène.
Alors, au-delà de ce petit bouton panique en haut à droite, vous avez sur la page d'accueil en fait de votre application Arlo, en bas ici, 3 petits onglets. Ces 3 petits onglets vous permettent d'aller dans les sections principales de l'application. Je vais vous montrer rapidement en quoi elles consistent. Sur la page d'accueil, vous avez la liste de vos produits, donc vous avez les caméras, et puis ici il se trouve que j'utilise la base Arlo, donc vous avez aussi la base Arlo. Et puis vous pouvez très rapidement ajouter un appareil. La caméra Floodlight, qui est ici à ma gauche, est actuellement en train d'enregistrer. En haut à gauche de la petite fenêtre d'enregistrement, vous devez voir le petit bouton rouge qui dit que la caméra est actuellement en train d'enregistrer, une petite maison qui indique que vous êtes au domicile. Ça implique que vous avez accès, la petite icône à côté, à la 2K. Donc quand vous êtes sur le même réseau Wi-Fi que vos caméras, vous pouvez voir en 2K l'image, et puis à côté live, c'est pour dire que c'est pas une rediffusion, vous êtes en train de regarder en direct ce qui se passe sur la caméra. Voilà, et puis en plus de tout ça, quand vous cliquez sur l'image, vous pouvez soit activer le microphone, soit désactiver l'audio, soit mettre en plein écran. Donc on va passer en plein écran, comme ça sera plus visible pour vous, donc vous voyez exactement la même interface, mais en plus grand. Toujours le bouton panique, et puis toujours l'activation du microphone. Le microphone ici permet d'activer le haut-parleur, enfin le microphone sur votre smartphone et le haut-parleur sur la caméra pour échanger avec la personne qui se trouve devant la caméra. Ça peut être sympa si vous avez un visiteur quelconque. Par exemple, un livreur, vous pouvez lui donner des recommandations pour déposer le colis. Ici en bas à gauche, vous allez voir le petit menu qui permet d'activer ou désactiver le haut-parleur. C'est particulièrement pratique si vous voulez pas parce que c'est diffusé par défaut, le son que capte la caméra est diffusé par défaut sur les haut-parleurs de votre smartphone, ça permet de couper ça. Et puis, vous avez ici en bas à droite la torche, et quand vous appuyez dessus, vous pouvez allumer la torche, et comme c'est la floodlight, vous avez vraiment une barre de progression, enfin une barre de réglage qui est vraiment importante, parce que quand vous la mettez à fond, il faut surtout pas regarder la floodlight de face, vous pouvez vraiment vous abîmer la vue. Voilà en gros en quoi consiste la manipulation de cette interface, et puis quand on est ici en mode réduit, vous avez à peu près les mêmes commandes, c'est juste qu'elles sont un petit peu décalées. Donc vous avez ici pour allumer et éteindre, vous avez par défaut une temporisation, donc on voit ici que j'ai mis une temporisation de 1 minute sur l'allumage de la floodlight. Vous avez des événements, on va revenir après en quoi ça consiste exactement, et puis ensuite vous avez différentes informations comme le niveau de batterie, le niveau de réception du Wi-Fi, si le haut-parleur est activé, et si ici la petite icône, c'est si un mouvement est détecté, dans ce cas-là la petite icône s'allumera. C'est un espèce de petit rond avec un petit mouvement qui indique que un mouvement est en cours de détection sur la caméra. Donc voilà en quoi consiste la page principale de Arlo. Vous avez la bibliothèque ensuite ici qui vous permet de revenir à tous les événements qui ont été enregistrés. Alors soit sur le cloud, si vous avez l'abonnement Arlo, vous avez du cloud, soit en local si vous avez le Smart Hub, ou un pont, en tout cas un pont quelconque Arlo, vous pouvez mettre dessus une clé USB et enregistrer vos enregistrements. Donc évidemment, c'est plus sympa avec le cloud, puisque vous avez un enregistrement pérenne, on va dire, en tout cas s'il y a le moindre souci dans votre logement, les enregistrements sont déportés dans le cloud Arlo, donc normalement vous aurez toujours une chance de les retrouver, sauf que c'est payant et ça a une durée maximale, donc au bout d'un certain temps les enregistrements sont supprimés. On voit que chaque enregistrement ici est horodaté. Donc vous avez le jour et l'heure à laquelle ça s'est produit, la durée d'enregistrement, et vous avez aussi le type d'événement. Donc ici on voit que Arlo a détecté une personne, mais Arlo peut aussi détecter des mouvements. Ça peut aussi arriver que ce soit un mouvement uniquement qui soit détecté si jamais une personne n'est pas identifiée dessus. Donc ici vous voyez que j'ai un filtre sur Floodlight. Donc si j'enlève Floodlight, vous pouvez avoir toutes les caméras. Donc ici vous aurez toutes les caméras qui poussent dans le cloud. Alors là j'ai qu'un abonnement sur une des caméras, je crois que les autres ne poussent pas dans le cloud. Et d'ici quelques jours je perds même cet abonnement là. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça me permettra de vous montrer en quoi consiste exactement le fonctionnement de Arlo quand on n'a pas d'abonnement. Vous avez la petite icône 2K qui indique bien que l'enregistrement se fait en 2K, et de la même manière, quand vous changez vous passez sur le Smart Hub, si vous faites fonctionner votre caméra Pro 3 Floodlight avec un Smart Hub, eh bien vous pouvez récupérer les enregistrements qui sont eux enregistrés sur la clé USB de votre hub. Il n'y a pas de mémoire locale dans le hub, donc ce sera à vous d'y mettre le nécessaire. Mais le Smart Hub n'est pas livré avec la Pro 3 Floodlight, il n'est pas non plus obligatoire, donc par défaut, partez du principe que vous ne pourrez pas stocker d'enregistrement sur la Pro 3 Floodlight. Donc si vous n'avez pas d'abonnement cloud, vous n'aurez pas d'enregistrement avec la Pro 3 Floodlight, alors que vous en avez si vous avez acheté un kit par exemple Pro 3 avec le hub. Troisième chose, ce sont les modes, et pour les modes, là je suis obligé de vous en parler parce que j'ai été obligé de faire quelque chose de particulier. Donc les modes, vous avez différents modes, je vais vous les montrer ici, alors qui sont soit
déjà enregistrés, soit que vous pouvez créer. Donc moi j'ai créé le mode Aziz, parce que Aziz lumière, hein, j'espère que vous aurez la référence. Les modes par défaut, c'est activer, désactiver. Donc activer, ça veut dire que vous avez une protection du logement. Donc, dès qu'il y a un mouvement, alors vous pouvez configurer quand même ce que fait ce mode, mais l'idée c'est que dès qu'il y a un mouvement, bah, ça enregistre le mouvement. Désactiver, bah, c'est arrêter les actions sur mouvement détecté. Vous avez le mode planning qui permet d'être activé à certains horaires et désactivé à d'autres. Vous avez le mode géolocalisation qui permet d'être activé quand vous êtes en dehors de la zone et désactivé quand vous êtes dans la zone. Donc typiquement si vous partez du logement. Ça fonctionne avec plusieurs smartphones évidemment. Donc vous pouvez avoir plusieurs smartphones partis du logement et ensuite vous avez le mode géolocalisation qui va décider si l'alarme doit être activée ou désactivée. En tout cas la détection de mouvement doit être activée ou désactivée. Et j'ai créé moi personnellement le mode Aziz, qui est un mode qui permet d'avoir une règle sur Floodlight. Donc ce mode Aziz, je l'ai fait parce que par défaut, je n'ai pas vu de possibilité de configurer la Pro 3 Floodlight comme une lumière extérieure, si vous voulez. L'idée étant que bah, si elle détecte un mouvement, si vous êtes en désactivé, etc., elle ne l'enregistre pas, mais pour autant, elle allume la lumière. Et ça, j'ai pas trouvé l'option. Ça n'existe pas. Alors peut-être je me trompe, peut-être j'ai pas passé assez de temps à chercher tout ça, mais je l'ai pas trouvé. Donc pour pouvoir faire ce genre de comportement, j'ai été obligé de créer un mode spécifique dans lequel je dis si jamais il y a une détection de mouvement, alors activez la floodlight. Alors évidemment vous pouvez ne pas enregistrer la vidéo. Si vous voulez juste faire une lampe qui s'allume sur détection de mouvement, et ça marche très bien. Moi j'ai activé en plus l'enregistrement de vidéo, parce que comme ça me permet d'avoir des petits clips, et de vérifier qu'elle enregistre bien, qu'il n'y a pas de saturation sur le pont, le Smart Hub. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc l'idée générale, c'est que pour moi en tout cas, c'est que si vous voulez l'utiliser comme une lumière, et c'est pour ça que je vous dis que je pense que ce n'est pas une lumière, c'est vraiment une caméra extérieure équipée d'une torche puissante, parce que si vous voulez l'utiliser comme une lumière qui s'allume la nuit, ou en tout cas quand il fait sombre, de manière automatique, vous êtes obligé de contourner quelque part le logiciel, parce que vous n'avez pas l'option pour le faire. Alors, en parlant d'options pour le faire, je vais vous montrer les options de la Floodlight. Donc pour aller dans les options, vous faites les 3 petits points, vous faites paramètres du périphérique, et vous avez ici les caractéristiques de la Floodlight avec ses paramètres par défaut. Donc on voit ici le résumé, si un mouvement est détecté, quel est son niveau de réception Wi-Fi et son niveau de batterie. Vous pouvez renommer ici la caméra si vous voulez la renommer, lui donner un nom qui est plus pertinent. Vous pouvez activer ou désactiver l'appareil, ce qui permet de le désactiver temporairement si vous voulez plus qu'il réagisse au mouvement. Vous pouvez surveiller son état de batterie, vérifier à quoi il est connecté, donc s'il est connecté directement, à quel pont en fait il est connecté, ou s'il est connecté directement au Wi-Fi. Le voyant de la caméra vous permet de faire allumer un voyant si jamais, en cas de batterie faible, vous voulez être informé de manière visible que votre caméra arrive en bout de batterie. Vous avez ici les informations de l'appareil qui sont des informations techniques. Vous avez les utilitaires. Les utilitaires, c'est le test de détection de mouvement, donc pour vérifier si la caméra est bien réglée en termes de détection de mouvement. Donc vous faites vos petits mouvements, et puis je vais vous montrer. Donc là vous avez la caméra, et puis vous voyez à chaque fois que je bouge, vous avez un petit voyant qui s'allume. Si je lui baisse son niveau de sensibilité, donc là je l'ai mis à 12%, et que je passe comme ça la main, vous voyez qu'elle se déclenche plus. Et donc il faut que je reste devant pour qu'elle se déclenche à nouveau. Voilà, donc ça vous permet très rapidement, comme ça, de vérifier quel est le niveau de sensibilité au mouvement, et c'est vraiment ultra pratique. Et puis l'autre truc pour la régler très rapidement, c'est là, vous pouvez vérifier si la caméra a une bonne bande passante, donc si au niveau Wi-Fi elle capte bien, et puis vous pouvez aussi vérifier quel est le retour vidéo, donc vérifier si elle est mise, si l'horizon est à peu près droit, et donc d'éviter d'avoir une caméra qui filme de travers. Voilà, donc très très pratique cette section-là. Vous avez la section support qui est plus en cas de pépin, pour avoir des instructions, donc soit le manuel, soit contacter le support, demander un petit peu d'aide. Et enfin, ce qui est le plus important pour ce modèle 6, c'est la partie paramètres d'éclairage. Donc vous pouvez activer ou non l'éclairage en fonction de la luminosité. Donc vous avez un capteur de crépuscule. Ce réglage là en fait c'est ni plus ni moins que pour dire à partir de quel niveau de luminosité la torche ne doit plus s'allumer, ou inversement à partir de quel moment elle doit s'allumer pour venir en complément et permettre de bien éclairer la scène quand il y a un mouvement qui est détecté. Vous pouvez aussi régler les paramètres de luminosité par défaut. Donc ici moi j'ai dit par défaut, quand la caméra doit s'allumer, elle s'allume pendant 1 minute de manière constante. Mais vous pouvez aussi avoir des effets de pulsation. Si vous êtes en extérieur et que vous voulez alerter que, je sais pas, un mouvement a été détecté et que l'intrus a été identifié,
vous pouvez la mettre en pulsation, ça va attirer son attention. Ça, comme ça ressemble pas à une lampe extérieure, ça ressemble vraiment à une caméra. Et donc comme ça, la personne aura vu qu'elle a été détectée. C'est je pense, le principal intérêt de ce type de caméra, en plus d'avoir des preuves en cas de dégradation ou en cas d'intrusion chez vous, c'est aussi de pouvoir dissuader. Et je trouve que ce sont des produits qui dissuadent très bien, parce que justement ils ont ce type de comportement qui vraiment sont faits pour ça. Donc voilà, et puis vous pouvez régler aussi la luminosité par défaut, donc ici je l'ai mis à 37%, vous pouvez l'augmenter ou la diminuer si vous voulez l'adapter en fait à vos besoins. Sachant que faites attention, si vous la mettez à 100%, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de risque particulier, parce que ça éclaire vraiment très fort, donc il faut que ce soit à hauteur, éloigné, pour éviter d'éblouir. Alors les paramètres vidéo, vous pouvez régler plein de choses, dont... Alors vous avez toujours d'abord le retour vidéo, pour vérifier déjà que ça marche bien. Vous pouvez régler la luminosité de la caméra, pour pouvoir... soit si vous êtes dans une zone vraiment sombre, éviter d'avoir trop souvent recours à la torche, soit à l'inverse, si vous êtes en extérieur, en plein soleil, etc., diminuer sa luminosité pour s'adapter. Le HDR automatique, donc là c'est la caméra qui va décider si elle active ou non le HDR en fonction des conditions du climat, etc. Le HDR, c'est en fait une meilleure plage dynamique, donc mieux gérer les hautes lumières et mieux gérer les basses lumières. Le streaming en 2K, super important, c'est est-ce que vous voulez l'activer ou pas. Donc par défaut c'est activé, mais vous pouvez le désactiver si vous n'avez pas la bande passante nécessaire. Que ce soit Arlo Pro 3 ou la version Ultra, qui elle permet un streaming 4K, c'est uniquement local, donc si vous n'êtes pas à votre domicile, vous aurez un streaming certes, mais en 1080p. Vous avez ensuite une capacité que je vous conseille pas d'activer, c'est le zoom et le suivi automatique. Si vous voulez que l'image soit un peu zoomée et que le mouvement, enfin la chose qui bouge, que ce soit un humain ou autre, soit suivi par la caméra, mais comme la caméra n'est pas motorisée, c'est un suivi logiciel, c'est pas hyper pratique, vaut mieux je pense garder le maximum de résolution de l'image et le réexploiter par la suite. Vous pouvez activer ou non la vision nocturne, donc l'infrarouge. Si vous préférez utiliser que la torche et ne pas activer l'infrarouge, c'est possible, vous pouvez le désactiver. Vous pouvez faire pivoter l'image à 180 degrés, donc ça c'est si la caméra est installée à l'envers. Et puis gérer l'alimentation, donc soit vous voulez la meilleure qualité vidéo, mais dans ce cas-là ça va consommer beaucoup plus de batterie, soit vous voulez privilégier l'autonomie totale du produit, mais dans ce cas-là vous pourrez pas avoir une qualité d'image optimale. Je sais pas comment il fait ensuite s'il joue sur le codec, en passant du H265 ou H264 ou autre, mais en tout cas l'image est censée être un petit peu plus dégradée quand vous êtes en économie d'énergie. Et enfin le mode vidéo, ça c'est vraiment sympa, vous pouvez changer l'angle de vision de la caméra, donc vous avez par défaut du 160 degrés, ce qui est super. De plus en plus de caméras sont à grand angle, mais 160 degrés c'est vraiment sympa. Le très grand angle c'est du 180 degrés, 160 degrés ça vous permet vraiment de bien voir ce qui se passe autour de la caméra. Et puis si vous n'êtes pas fan de ça, vous pouvez passer sur du 125 degrés, et dans ce cas là c'est à nouveau je pense logiciel, mais dans ce cas là la caméra recadre et il y a moins de distorsion à l'image. Et enfin vous avez le 110 degrés qui là vous avez normalement des lignes droites parfaitement droites, mais vous n'avez pas un champ de vision très grand. Voilà, donc laissez-le en 160 degrés si vous voulez de la vidéosurveillance. Vous pourrez peut-être, si jamais vous avez besoin d'exploiter de la vidéo après, rétablir un petit peu les effets forcément de distorsion qui vont avoir lieu, mais en tout cas vous aurez le maximum d'images et c'est préférable. Et avec ça il nous reste deux choses à voir, les zones d'activité. Donc les zones d'activité c'est pour faire des zones alors qui sont réglables, donc vous pouvez avoir des zones qui ne sont pas des rectangles ou pas des carrés. Ça c'est vraiment appréciable par rapport à certains concurrents. Je n'ai vu que Imu qui propose des choses sympas dans le domaine, où il propose directement un petit quadrillage et vous cliquez là où vous voulez, là où vous ne voulez pas. Mais les zones d'activité, comme le fait Arlo, c'est vraiment sympa aussi, parce que déjà vous n'êtes pas limité, comme d'autres fabricants, à du rectangle ou du carré. Et en plus vous pouvez les nommer, et ce qui fait que si vous avez plusieurs zones chez vous, et en tout cas plusieurs zones observées par une caméra, eh bien vous pouvez différencier, par exemple si vous avez une allée à droite et le jardin à gauche, vous pouvez dire mouvement dans le jardin ou mouvement dans l'allée, ce qui est quand même plutôt sympa. Et donc vous pouvez vous faire comme ça vos zones, avec ou non des chevauchements, il n'y a absolument pas de souci, vous aurez une ou deux alertes, dans ce cas-là, suivant s'il y a un mouvement dans le chevauchement ou pas. Le dernier réglage, c'est le paramètre de son. Vous pouvez activer ou pas le microphone et le haut-parleur. C'est plus à des fins de confidentialité, je pense, que ça peut être réglé. Et vous avez aussi le volume par défaut du haut-parleur, si vous trouvez que par défaut il est réglé beaucoup trop élevé.
Voilà, et puis le dernier bouton c'est pour supprimer l'appareil, donc si jamais vous le revendez, vous le retournez, etc., vous pouvez le supprimer de votre compte sur cet endroit-là. Voilà, on a vu à peu près tous les onglets, sachant que ce que je trouve ce qui est bien fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sections qui sont moins bien que d'autres. La partie mode fonctionne vraiment super bien, c'est elle qui va vous être le plus utile, et vraiment à partir du moment où vous avez des besoins, et que vous avez plusieurs caméras, ici il y en a 3, vous voyez par exemple que quand je quitte le logement, j'ai le mode, moi je passe en mode géolocalisation. Concernant la géolocalisation, c'est ça qui est top, vous pouvez mettre plusieurs appareils, donc ça ne s'activera que quand tous les appareils ont bien quitté la zone. Donc si vous êtes plusieurs habitants dans le logement, c'est quand même idéal. Et ensuite vous avez mode absent, mode présent, et ça c'est super sympa, plutôt qu'avoir fait une configuration compliquée, eh bien ça renvoie vers d'autres modes. Donc si vous êtes dans le logement, mode présent, si vous êtes absent, mode activé. Mais ça vous pouvez le régler, donc vous pouvez changer de mode, et du coup ça ramène vers les autres modes, sont ici, donc je vais vous montrer par exemple le mode activé, qui est le mode armé, quelque part. Vous avez la liste des produits, donc ici la liste de mes 3 caméras. On va regarder Floodlight, donc je rentre ici avec le petit crayon dans la configuration de Floodlight. Vous voyez que là, le détection de mouvement activé. S'il y a détection de mouvement, vous pouvez aussi ajouter détection de son. Si vous avez une autre sirène qui se déclenche, un détecteur d'incendie, des choses comme ça, vous pouvez avoir une détection aussi avec la caméra. Ça peut être pratique en détection additionnelle. Et ensuite, vous avez les actions. Donc, si jamais il y a un mouvement sur Floodlight, vous pouvez enregistrer la vidéo, activer, donc Floodlight, c'est la torche, et puis, éventuellement de manière automatique, déclencher la sirène. Et donc là, vous avez vraiment un produit qui est 100% autonome. Il a détecté un mouvement, il déclenche la sirène. Et vous pouvez évidemment déclencher sur d'autres appareils. Donc vous avez la possibilité d'ajouter des appareils, donc dire j'enregistre sur toutes les caméras parce que à partir du moment où une caméra a trouvé un mouvement, je veux que tout enregistre tout de suite. Vous pouvez déclencher des notifications push pour dire il y a un mouvement qui est détecté, envoyer un mail. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des notifications push quand vous entrez ou quand vous sortez de la zone, ce qui vous permet de savoir que les caméras sont bien passées dans le bon mode et qu'elles vont protéger le logement. Voilà, une application qui est, comme je vous l'ai déjà expliqué, bien fichue et qui complète bien votre caméra. Il y a juste un truc, moi, qui me pose problème, c'est si par exemple ici, allez, disons que je suis rentré là et je veux configurer un mode. Donc j'ai navigué un petit peu. Normalement, l'ergonomie sur un smartphone Android, c'est si vous faites retour, vous allez en arrière. Et ça ne marche pas à tous les coups. Vous voyez que de temps en temps, je peux quitter l'application, principalement d'ailleurs quand vous vous trouvez sur une des pages principales de l'application. Même si vous changez d'onglet, des fois vous avez envie de dire « Ah zut, je veux revenir à l'onglet précédent », et ben non, ça va sortir de l'application. J'aurais aimé, quitte à ce que ce soit une option, que ce soit débrayable, mais qu'il y ait une protection pour éviter de vous faire quitter l'application, de vous dire attention vous allez quitter l'application. Souvent je quitte l'application par mégarde parce que je fais machinalement retour alors qu'il faut juste changer d'onglet. Ergonomiquement c'est le seul point que je trouve dommageable sur cette application. Les caméras Arlo sont des caméras cloud, elles sont très facilement intégrables dans des produits cloud comme Google Assistant, donc je vais vous montrer ici. J'ai la Floodlight qui est associée à mon compte Google Assistant, donc on ajoute très facilement n'importe quel compte, dont Arlo, sur Google Assistant. Si je rentre dans Floodlight, vous allez voir que j'ai l'image, enfin le retour vidéo de la caméra. Donc, vous allez voir ma caméra qui vous enregistre. Ça paraît anecdotique, mais il y a beaucoup de fabricants qui n'arrivent pas. Ne serait-ce que cette chose-là, faire un retour vidéo de cloud à cloud vers Google Assistant ou vers un autre fournisseur, peu importe. Il y a beaucoup de fabricants qui n'y arrivent pas. Donc moi je trouve ça intéressant que ça fonctionne. Ça veut dire qu'Arlo a quand même mis les moyens pour que ce soit bien intégré. Alors sur un smartphone c'est pas super utile puisque vous avez l'application Arlo en général, elle est plutôt dans l'application Arlo. Mais si vous avez des produits Google Assistant comme une télé connectée ou une petite tablette connectée Google, dans ce cas-là vous pouvez visualiser le flux vidéo, ce qui sera plus agréable que de le regarder sur votre smartphone. Et comme c'est une Floodlight aussi, je le précise parce que c'est pas forcément évident, il y a un produit qui est créé, alors qui porte le nom de la caméra, donc Floodlight ici, et qui permet d'allumer ou d'éteindre la caméra. Donc allumer, éteindre, et ça forcément comme c'est du Google Assistant, vous pouvez le piloter à la voix, via Google Home, via votre smartphone et tout ça. À la voix ou à la main, vous pouvez activer la torche ou l'éteindre. Donc c'est assez pratique, ça permet de faire des choses sympas, et puis ça permet de faire des routines. Donc si vous êtes fan de Google Assistant, et que vous avez par exemple je rentre à la maison, ça peut être par exemple j'allume la torche pour m'accueillir.
L'autre chose dont je veux vous parler, c'est l'intégration avec les box domotiques du marché, alors JDOM ou Home Assistant. JDOM, normalement, l'intégration est faite, mais malheureusement, le développeur JDOM a eu accès à mon installation Arlo pour pouvoir faire en sorte que la caméra soit bien reconnue et fonctionnelle. Mais ensuite, il m'a pas donné accès à son plugin, donc je peux pas vous dire si ça marche ou si ça marche pas. C'est malheureux, mais bon, voilà, j'ai pas pu retester son plugin, donc j'ai aucune idée si ça marche, et comme son plugin est payant, et que ces produits-là, je les retourne, j'ai aucun intérêt à acheter le plugin. Donc on va faire la démo sous Home Assistant, ça me permet de vous montrer autre chose que JDOM, comme ça vous verrez que ça fonctionne très bien aussi sous Home Assistant. Concernant le plugin JDOM, le voici ici, c'est un plugin tiers développé par Mips, il coûte 5€, même si vous êtes bénéficiaire d'un service pack comme moi, JDOM, étant donné que ça reste un plugin tiers, bah il faudra mettre la main au porte-monnaie, même si c'est pas évidemment très cher. Ce que je regrette dans le fait que c'est un plugin tiers, c'est pas le fait que ce soit quelqu'un d'autre que quelqu'un de l'équipe JDOM qui le développe, a priori il le maintient bien, et bon, en général ça a l'air de bien se passer. Ce que je regrette, c'est que moi j'attends que JDOM, qui est une solution commerciale, contrairement à Home Assistant, qui est purement communautaire, j'attends que JDOM soit intégré avec tous les gros du marché. Et dans les gros du marché, j'inclus Arlo. Pour moi, JDOM doit maintenir toutes les connexions à tous les services cloud et à tous les intégrations techniques des gros acteurs du marché pour fournir quelque chose de viable en tant que solution commerciale. Je pense pas que JDOM peut s'appuyer uniquement sur la communauté pour ces intégrations-là. JDOM doit être moteur, doit fournir les intégrations de base, doit les maintenir, et doit les tenir toujours au top. C'est ça qui, je pense, le fera survivre face à Home Assistant, qui lui est complètement dépendant de la communauté, et donc là, qui a des intégrations un peu moins faciles à prendre en main. Voilà ce que moi je pense en tout cas au sujet de JDOM. Alors du coup j'ai pas testé le plugin de Mips puisqu'il m'a pas donné accès à son plugin, mais dans le changelog de son plugin on voit bien que aux alentours de fin septembre il a ajouté le support de Arlo Pro 3 Floodlight, et j'ai aucune raison d'en douter sur le fait qu'il fonctionne. Concernant maintenant Home Assistant, vous avez le plugin normal de Home Assistant qui s'appelle le plugin Arlo, qui est le plugin historique, qui est une calamité en termes de fonctionnement. Je sais pas s'il est maintenu, j'ai même des doutes sur le fait qu'il soit maintenu, parce que je pense que les gens qui l'utilisaient sont partis sur autre chose. Donc, c'est un plugin qui marche dans certaines conditions, mais qui pour beaucoup d'autres conditions ne marche pas. Et surtout, je pense que d'ici quelques jours, il ne va plus marcher, parce que là, au moment où je tourne cette séquence, on est le 30 novembre. Fin novembre, Arlo déploie le double facteur d'authentification sur le plugin Arlo. Alors, le plugin JDOM est déjà à jour, d'ailleurs. Vous avez ici le support de l'authentification 12 étapes. Par contre, ce plugin-là, Arlo, n'est pas à jour. Alors du coup, quand on veut installer le plugin Arlo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir sur ce plugin-là, qui n'est pas dans la base des plugins standard Arlo. C'est un plugin qui appartient à la communauté HACS. Alors HACS, c'est pour Home Assistant Community Store. C'est un store de plugins. Alors store pas dans le sens payant, un store dans le sens dépôt. De plugins additionnels, d'intégration additionnelle, qui n'est pas dans le store officiel quand vous ajoutez manuellement vos intégrations. Alors là encore une fois c'est dommage, parce que quand même Arlo c'est un gros module, mais on peut espérer, si le plugin est de qualité, qu'il intégrera le cycle de vie normal des intégrations, et donc après ça ce sera beaucoup plus pratique à utiliser sous Home Assistant. En tout cas pour le moment, ça oblige d'installer HACS. C'est un peu laborieux, en tout cas la première fois, quand on part d'un Home Assistant tout neuf, et c'est pas intégré dedans, donc il faut faire toutes les étapes nécessaires pour le mettre en place, et puis ensuite l'intégration se fait uniquement en YAML, et donc il n'y a pas d'intégration graphique. C'est un petit peu dommage. Par contre, toutes les informations sont dessus. Alors l'authentification à double facteur, elle est en mode bêta, elle est pas finalisée. Je sais pas si c'est plus finalisé ou moins finalisé que la partie JDOM, mais en tout cas ici il communique clairement que c'est un petit peu compliqué à mettre en place et que pour le moment c'est du bêta. Et puis vous avez toute la documentation sur la manière de faire fonctionner ça sous Home Assistant. Alors au final c'est fonctionnel, alors je suis pas sur mon Home Assistant, voilà. Au final c'est fonctionnel, donc vous voyez que j'ai intégré mes caméras Arlo, donc j'ai la possibilité de voir le flux vidéo, je peux allumer ici la torche, donc ça me permet de facilement pouvoir allumer la lumière ou pas. Alors ici évidemment ça n'a pas énormément d'intérêt de l'allumer avec le petit switch qui est là, mais on pourrait l'intégrer avec par exemple des scénarios, des choses comme ça, pour avoir des choses plus avancées. J'ai aussi mis ici une petite tuile juste pour vous montrer, je peux allumer globalement toutes les sirènes d'un coup, donc je peux faire sonner en une seule fois toutes les sirènes de toutes les caméras, et puis individuellement je peux activer chaque sirène de chaque caméra. Ce qu'il faut comprendre par contre quand on fait une intégration avec Arlo,
c'est qu'il ne faut pas utiliser son compte Arlo qu'on utilise pour, par exemple, son smartphone. Il faut se créer un compte additionnel et lui donner les droits nécessaires, donc lui donner les droits de voir les produits Arlo que vous avez mis. Si vous utilisez votre compte Arlo, en fait ça va être soit vous êtes connecté sur votre mobile, soit vous êtes connecté via votre intégration cloud, donc Home Assistant, JDOM, peu importe, c'est le même principe. Mais dès qu'il va y avoir un appel d'API, en gros ici, pour aller rechercher le flux vidéo ou interagir avec la lumière, vous allez être instantanément déconnecté de votre application mobile, donc ce sera pas viable. Donc il faut absolument créer un deuxième compte, ou troisième compte, si vous avez JDOM plus Home Assistant, des intégrations de ce type-là. Si vous manipulez un seul compte, ça ne marchera pas, vous allez être déconnecté à chaque fois. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut faire attention, et puis sinon, l'intégration Home Assistant marche correctement. Moi, je la trouve pas idéale, par exemple ici. Bon, j'ai pas creusé, je vais pas y passer des heures, parce que de toute façon, mon intégration Home Assistant n'est pas une priorité, puisque moi je préfère tourner sous JDOM pour le moment. Mais par exemple, j'ai la prévisualisation qui ne fonctionne pas, donc il faudrait que je creuse, que je pose des questions pour savoir pourquoi, malgré le fait que j'ai bien suivi la documentation, j'ai quelques petits points qui ne fonctionnent pas. J'ai que la dernière image du plugin Arlo qui est remontée comme vignette pour chaque caméra. Voilà, mais à part ça, ça fonctionne bien, donc je pense que c'est viable de faire, mais c'est une intégration cloud à cloud, c'est-à-dire que pour peupler le contenu que vous avez soit dans Home Assistant, soit dans JDOM, eh bien, votre installation locale chez vous, elle va être obligée d'aller dialoguer avec l'installation cloud de Arlo. Donc s'il y a le moindre pépin quelque part, que ce soit votre connexion internet ou un souci avec les serveurs Arlo, même si vos caméras sont en local, elles discuteront à distance avec le cloud Arlo qui ramènera tout sur les caméras, et ça repartira à nouveau vers le cloud Arlo pour vous répondre sur votre JDOM ou votre Home Assistant. Donc je trouve ça très laborieux, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu compliqué de mettre en place du Arlo si vous voulez être autonome et si vous voulez une installation vraiment locale à votre installation domotique. Ce sera beaucoup moins intéressant de faire du cloud à cloud, ça vous crée des dépendances qui sont à mon avis pas souhaitables pour de la sécurité. Il reste maintenant à vous partager mes conclusions concernant cette caméra Floodlight. Moi je dirais que j'aurais aimé que ces caméras Arlo Pro 3 ressemblent plus à la Floodlight qu'à des Pro 3. Pourquoi ? Parce que je trouve que la Floodlight est un certain aboutissement. Alors il reste un point qui pour moi est assez embêtant, c'est que Arlo ça reste des produits cloud. Donc quoi qu'il en soit, ces caméras ne seront jamais autonomes. Et c'est ça que je trouve malheureux, c'est que même quand vous avez un pont quelque part, un pont Arlo, vous n'avez pas une installation qui est complètement autonome, et c'est dommage, surtout si vous l'intégrez à votre système de domotique. Mais c'est aussi le point fort du produit pour certaines catégories de personnes. Donc voilà, les forces FLES, si vous êtes vraiment à fond dans la domotique, c'est pas un produit qui sera adapté pour vous, mais si c'est pas votre truc, que vous voulez pas passer un temps fou à tout configurer, à gérer les mises à jour, à gérer les enregistreurs et tout ça, ça va vous faire gagner du temps parce qu'Arlo fait tout pour vous. Avantages et inconvénients en fonction de votre cas d'utilisation. C'est à vous de voir, et puis surtout vous avez donc un écosystème qui est complètement dissocié de votre domotique et de votre maison, ça peut être intéressant. Mais donc ce que je trouve intéressant avec Floodlight que Arlo n'a pas fait avec Pro 3, c'est que Floodlight est un produit qui fonctionne de manière autonome en Wi-Fi. Et ça, c'est un très gros plus. Alors, même si les fonctionnalités sont pas aussi complètes quand on est en pur Wi-Fi, vous pouvez juste acheter cette caméra et juste l'utiliser, et j'aurais aimé que vous puissiez aussi juste acheter une caméra Pro 3 et l'utiliser telle quelle. Ça aurait été, je pense, le ticket d'entrée parfait pour un utilisateur lambda. Ne pas être obligé d'avoir le pont, c'est pour moi quand même le côté intéressant de la chose. Donc si vous êtes à acheter des caméras, et que le côté un petit peu visible, un peu gros de la Floodlight ne vous dérange pas, je vous conseillerais plutôt de la Floodlight plutôt que les Pro 3, parce que vous pouvez commencer juste avec une Floodlight, voir si l'environnement Arlo vous plaît, et ensuite acheter le pont, acheter des caméras si vous voulez aller plus loin avec Arlo. Je pense c'est un bon chemin pour investir dans l'environnement Arlo, si vraiment ça vous correspond. Alors, la Floodlight en particulier, elle est très bien pour plusieurs raisons. La finition, qui est vraiment excellente, c'est toujours ce plastique blanc laqué, très très bien fini, très très belle finition. La torche, extrêmement puissante, variable en termes d'intensité, donc vous pouvez l'ajuster en fonction de vos besoins. La qualité d'enregistrement, qui est au top, c'est du 2K HDR. Alors le HDR est mitigé, je suis pas sûr que l'apport soit si visible que ça, mais la caméra en elle-même filme vraiment très bien. Micro haut-parleur intégré, ce qui vous permet d'échanger avec la personne, et ça le gère vraiment très bien, donc ça c'est appréciable également. La sirène qui est vraiment super,
par rapport à certaines caméras qui embarquent des sirènes. Vous avez ici une vraie sirène qui est vraiment dissuasive et qui s'entend bien. Pour une petite caméra sur batterie, franchement, ça fait le job par rapport à des grosses caméras sur secteur qui, je trouve, ne sont pas au niveau. Voilà ce que je pouvais dire en termes de points positifs. En termes de points négatifs, c'est ce système de recharge que je trouve mal fichu. D'autant plus que je vous avais dit, hein, quand on ouvre la caméra, vous avez à l'intérieur le port USB. Alors ça, je voulais vous montrer, hein, quand on avait déballé ensemble le produit. Donc ce port-là, il est inutilisable. Il va être utilisable uniquement quand vous voulez vraiment recharger le produit, parce qu'il y a besoin de le recharger. Mais si ce produit-là est hors de portée et pas facilement rechargeable, je pense qu'Arlo a raté son design. Alors j'explique pourquoi ils ont raté leur design à mon goût. Ce capot ici ne permet pas de changer le système de fixation. Donc ça veut dire que quand vous allez acheter Arlo Pro 3 Floodlight, vous êtes obligé d'utiliser ce capot-là. Et je le trouve beaucoup moins intéressant en fait que certains systèmes de fixation. Et puis surtout, si vous voulez l'accrocher dans un arbre ou des choses comme ça, parce que ça existe aussi, hein. Il y a des gens qui font ça, ou si vous voulez l'accrocher après, je sais pas, une gouttière, je sais pas si ça a du sens, mais vous voyez un peu l'idée. Eh bien, le système de fixation étant intégré avec la coque, ce qui n'est pas le cas de Pro 3, eh bien, vous êtes contraint d'utiliser ce système-là, et moi je trouve ça beaucoup trop pénible. L'autre chose qui est embêtante, c'est que du coup, comme le système de recharge ici est après la coque, et que la coque va rester après le mur, puisque c'est le seul système de fixation qui est possible, eh bien, ils ont mis ici une prise USB pour faire la recharge, et c'est déjà pas de l'USB-C, donc c'est dommage, et en plus, le mettre là, ça empêche d'utiliser une prise USB-C à demeure. Et donc on se retrouve avec l'équivalent de Pro 3, où vous avez ce petit connecteur magnétique à acheter, sauf que ce connecteur magnétique n'est pas livré avec Floodlight. C'est livré avec un kit quand vous prenez le kit Arlo Pro 3, mais c'est pas livré avec une Floodlight toute seule. Donc si vous avez vraiment pour objectif de l'utiliser intensivement en tant que lampe, il faut la connecter sur le secteur, et du coup il va vous manquer le câble nécessaire pour la connecter sur secteur. Voilà, donc pour moi je trouve que c'est une ratée là-dessus. Ce système qu'ils ont retenu. Pas que le connecteur soit mauvais, pas que la manière de la recharger soit si mauvaise que ça, mais si vraiment c'est le seul moyen de la fixer au mur, il fallait livrer ici le petit câble qui va bien pour pouvoir la recharger en magnétique. Voilà, donc c'est dommage cette coque-là, parce que sinon elle était vraiment pas mal comme caméra. Concernant la fixation de la caméra Arlo Floodlight, vous avez ce petit accessoire en plastique malheureusement, mais qui permet de convertir la fixation murale en fixation plafond. Je vous montre à quoi ça ressemble ici avec cette photo. Ça se base entièrement sur la griffe de fixation Arlo avec un convertisseur, en fait, un angle qui vous permet de le mettre donc au plafond. C'est pas super élégant, je trouve, c'est pas non plus super pratique, et je pense que c'est vraiment un palliatif. À mon avis, Arlo a vraiment pas vu le problème, et je pense qu'ils ont sorti ça assez rapidement en fin de process, on va dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, parce que quand on regarde l'aboutissement du truc, moi, je trouve que c'est pas fini. Par rapport à une simple fixation métallique comme ils ont déjà en plus dans leur gamme, je trouve que c'est vraiment pas fini, et je vois pas l'intérêt, puisqu'en plus, cette fixation, elle est toute plastique et elle est très facile à démonter. Donc il faudra vraiment mettre cette caméra hors de portée, sinon elle pourra être très facilement démontée. Ça prend quelques secondes de dévisser la griffe en plastique. Ce qui veut dire que si elle est hors de portée, si vous voulez la recharger, il va falloir prendre une échelle, un escabeau, je ne sais trop quoi, pour monter, pour aller chercher la caméra, pour pouvoir la recharger. Alors la coque, évidemment, reste clipsée après le support, donc en plus l'humidité peut rentrer pendant le temps que vous la rechargez. Il faudra reprendre à nouveau l'échelle pour aller la remettre. Je vous laisse imaginer s'il neige, s'il pleut, enfin voilà, la galère que ça peut être pour aller recharger, alors que ça aurait été tellement plus simple de faire un support un peu plus standard anti-vol. Concernant le branchement sur secteur, là aussi j'ai des choses à vous dire. Donc déjà vous avez cet accessoire qui est compatible. Donc vous avez le panneau solaire extérieur que vous pouvez venir brancher sur la caméra. Et si vous voulez la brancher sur secteur, vous ne devrez pas acheter le câble d'alimentation. Alors ici c'est en version intérieure noire, je ne sais pas où est la version blanche, mais sur Amazon je l'ai pas retrouvé. Le câble officiel, parce que il y a aussi des câbles non officiels que je ne vous conseille pas. En tout cas, ici, c'est le câble officiel intérieur. Attention, ce câble officiel intérieur, quand vous le connectez à la caméra va se désactiver complètement. Elle va dire, je ne fonctionne pas avec un câble d'alimentation intérieur. Donc il va falloir acheter le câble extérieur, donc le câble étanche extérieur. Alors pourquoi étanche? J'en ai à nouveau aucune idée, puisque a priori c'est de la connexion magnétique, donc il n'y a pas de contact
à part les petits picots, et l'embout a pas l'air d'être bien différent. Mais bon, il vous faut un câble extérieur, que Arlo vend à prix d'or, puisque c'est quand même 30 € le câble. Alors, il a l'avantage d'être un petit peu plus long que le câble standard, donc ça c'est pas mal. Mais bon, voilà, il va falloir acheter ce câble-là si vous voulez la connecter sur secteur, sachant qu'au bout vous avez une prise USB, donc l'adaptateur secteur n'est pas fourni, donc il faudra acheter en plus l'adaptateur si vous n'avez pas d'adaptateur USB fourni. Donc vous voyez, ça rallonge quand même un petit peu à l'addition globale. Je trouve que ça commence à faire un beau budget si vous voulez une caméra que vous laissez à demeure, dont vous ne vous occupez pas, et qui est sur secteur. Alors évidemment, comme elle a une batterie, elle aura une autonomie intéressante en cas de panne de courant, donc ça peut être sympa pour rester protégé même quand il y a une coupure de courant. Et puis par contre il faudra imaginer que comme elle est équipée d'une batterie, cette batterie aura une durée de vie. Je ne sais pas si c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas du tout, mais il faudra bien imaginer que tôt ou tard vous allez avoir besoin de changer la batterie. Alors je crois, il me semble, j'ai pas pu tester puisque j'ai pas ce câble extérieur avec moi pour tester sur la Floodlight, mais si c'est comme les caméras intérieures, à partir du moment où vous avez le câble qui est connecté, vous n'êtes pas obligé d'avoir de la batterie. Alors bon, vous avez la batterie qui est vendue avec la Floodlight, donc autant l'utiliser, mais sachez-le, en général, sur toutes les caméras Arlo, à partir du moment où elle est sur secteur, vous n'êtes plus obligé d'avoir la batterie, donc c'est aussi à savoir, si vous n'avez pas besoin de batterie, que vous voulez pas vous soucier de ça, vous pouvez aussi la laisser sans batterie. Reste le prix maintenant de la Floodlight. Alors vous retrouverez tous les liens dans la description, mes liens sont affiliés, donc si vous voulez m'aider un petit peu à acheter du matériel pour ma chaîne, c'est une occasion de le faire. La caméra, elle est en vente, donc la Floodlight, hors promotion, elle est en vente à 229 € sur Amazon. Ensuite, vous achetez sur la boutique que vous voulez. Moi, je trouve qu'à ce prix-là, c'est vraiment intéressant, par rapport, par exemple, à la caméra Netatmo, la caméra extérieure de sécurité. Ça vaut à peu près le même prix, ça a à peu près les mêmes fonctionnalités, sachant que, ensuite, prenez les vidéos individuelles de donc Floodlight et la caméra Netatmo, je vous ai dit, considérez la caméra Netatmo plutôt comme une lumière extérieure de qualité branchée sur secteur et faite pour ça. Considérez la caméra Arlo comme une super caméra, elle est vraiment au niveau enregistrement, elle est vraiment top. Par contre, elle a les inconvénients Arlo, le cloud payant si vous voulez des fonctionnalités additionnelles, et puis tous les petits accessoires qu'il va falloir rajouter si vraiment vous voulez l'utiliser comme une lampe, et puis en plus elle a pas le look d'une lampe, elle a le look d'une caméra. Donc ça va être vraiment un choix à faire, mais au niveau du budget, bon, faudra rajouter des accessoires sur la Arlo, mais sinon c'est à peu près le même budget, donc c'est vraiment un choix à faire entre l'un ou l'autre. L'autonomie est vraiment convaincante, moi ça fait déjà plusieurs mois que j'utilise en l'ayant rechargé qu'une seule fois et ça tient toujours. Évidemment ça va dépendre de votre usage, je vous l'ai dit en tout début de vidéo, si vous l'utilisez comme une caméra ou comme une lumière, je vous conseille de l'utiliser comme une caméra avec torche puissante, mais si vous voulez l'utiliser comme une lumière, ça ne vous décevra pas non plus, donc ça vaut le coup aussi de l'acheter pour ces besoins-là. Voilà, mais tout ça que si vous êtes prêt à vous lier avec l'écosystème Arlo, à devoir multiplier des équipements Arlo, parce qu'une fois que vous en achetez une de caméra, ce serait dommage d'acheter une caméra d'une autre marque, vous allez complexifier la situation, et puis vous n'aurez jamais une intégration locale de votre système de caméra à votre domotique, il faudra toujours passer par le cloud, et c'est beaucoup plus contraignant et beaucoup plus embêtant. Mais sinon, ça reste une super caméra, et donc à vous de voir si ce que je vous ai montré, ça vous a convaincu ou pas. Si ça vous a convaincu, moi je vois pas d'objection à vous la conseiller. Si jamais vous êtes plus réticent à l'idée d'avoir des caméras cloud, même si c'est un produit de très bonne qualité, je vous présenterai d'autres produits, d'autres alternatives qui pourront faire l'affaire et qui ne vous obligeront pas d'avoir soit une connexion permanente internet, soit un abonnement pour vraiment exploiter à fond toutes les fonctionnalités d'Arlo. Voilà, c'était mon test d'Arlo Pro 3 Floodlight en comparaison avec Arlo Pro 3. Des produits qui sont super sympas et qui j'espère vous auront intéressé. Puis moi je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir!